Bon, écoutez, merci d'être venus aussi nombreux encore à cette 7e matinale XNAM sur le thème des grands enjeux RH dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Matinale que nous organisons une nouvelle fois en partenariat avec nos amis de BPI France. Voilà, les années passent. Je suis Bertrand Pulès, cofondateur de la société XNAM, société qui gère des fonds qui n'ont qu'à vocation à accompagner les entrepreneurs de ce secteur dans leur développement, dans leur croissance. Et aujourd'hui, on n'en est malheureusement pas... Ah, Tigrane. Bon, on peut démarrer alors. Excusez-moi. Bon, malheureusement, on n'est pas ni hôtelier ni restaurateur. On le devient au fil du temps. Voilà. Et l'exécution est vraiment primordiale dans le développement de nos business aujourd'hui. Pour revenir sur notre thème, la problématique RH est au cœur de nos enjeux directement. Nous savions que pour attirer le client, il faut le surprendre. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec nos collaborateurs pour les faire venir et surtout pour les garder. Encore plus dans un secteur de l'hôtellerie et de la restauration où nous avons 150 000 postes de vacants sur l'exercice quand même 2019. Donc il va falloir qu'on soit malin pour les faire venir. Je vous propose de démarrer tout de suite cette matinale avec Vangelis Panayotis du MKG Group, monte sur la scène, et Serge Melguich aussi sur les tendances et les chiffres clés sur 2019. Non, il n'y a pas de micro, mais tu vas parler fort. Ouais, bon. Attends. Essayez avec le micro. Donc si, ça marche bien. C'est une mauvaise langue. La technique est parfaite. C'est les CAPEX. Donc avec le café, on a quelques friandises, notamment les chiffres du marché, pour commencer cette matinale. Alors si on regarde la tendance en Europe, je vais commenter un petit peu pour ceux qui sont un petit peu loin. Là, ça c'est les chiffres de 2018. Donc vous avez un peu la météo européenne du RevPAR. Et donc on voit effectivement qu'on a quelques petits ralentissements dont on pouvait s'attendre, hein. L'Espagne, après la période extrêmement forte qu'elle a vécue, et donc c'est normal qu'elle soit un peu en ralentissement. Le reste de l'Europe va plutôt pas trop mal en 2018, même si on voit qu'il y a un petit ralentissement quand même. Donc si on regarde depuis le début de l'année, c'est en février. Alors c'est sûr que c'est pas très significatif. Janvier, février, c'est pas, ça présuppose pas de ce que sera l'ensemble de l'année. On voit que ça ralentit quand même pas mal. On reste encore en progression à 2,6, mais globalement, on n'est pas encore sur une dynamique qui est la même. Alors, élargissons un peu les vues et pour essayer de comprendre un peu le cycle. Donc, vous avez un cycle depuis 2000 jusqu'à février 2019, le cycle européen. Et donc, vous avez le taux d'occupation et le prix moyen. Taux d'occupation en rouge et le prix moyen en jaune, et puis vous avez le RevPAR. Alors je vais passer très rapidement, hein. Effectivement 2001-2003, le 11 septembre, la crise, etc., ralentissement économique, phase de croissance du cycle en Europe, entre 2004, 2007, 2008, 2008-2009, le retournement, Lehman, etc. Et donc voilà, on voit un peu, là ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est déjà au plus du double en termes d'années par rapport au cycle précédent, et donc on voit qu'on a un étirement du cycle depuis le précédent point bas qui était 2009. Donc c'est intéressant, c'est moins rapide. Après, ça dépend des marchés, etc. Mais globalement, c'est moins rapide et qu'on a vu un cycle beaucoup plus court, mais qui était un peu plus intense sur la période d'avant. Je ne vous dis pas ce que ça peut présupposer, mais globalement, c'est intéressant de voir qu'on est dans un rythme qui est un petit peu différent. Si on regarde aussi les disparités par pays, c'est assez important parce qu'on voyait l'Europe dans une picture globale, mais on voit qu'il y a quand même des disparités assez significatives entre les pays, donc qui se reflètent moins sur cette tendance Europe que je vous ai montré tout à l'heure, parce que les chiffres étaient agrégés. On voit clairement la remontada espagnole qui a eu lieu en 2014-2015. On voit un petit peu le trou d'air des pays d'Europe du Sud à cause de la crise des dettes souveraines, en règle générale. On voit ici clairement le petit drop, malheureusement, 2015-2016, les attentats à Paris, les attentats à Bruxelles, donc ça c'est Belgique-France. Mais bon, on voit que voilà, Espagne-Portugal, ça ralentit. UK, c'est en train de se tasser un peu, mais on verra. D'ailleurs, je ne sais pas si on continuera à les mettre dans les chiffres européens, on va être fixé bientôt.
Et voilà, et on voit que les autres marchés, à part l'Italie, sont plutôt dans une phase dans une bonne santé en termes de croissance. Alors une fois qu'on a vu le marché, je vous propose de faire un petit zoom. Comme on est en début d'année, on vous a préparé les chiffres à fin mars sur la France. Et donc vous avez les différentes catégories, hein, super éco, économique, moyenne gamme, haut de gamme, et au global. Donc pour l'instant, en year to date, depuis le début de l'année, on est à 1,5 de croissance du RevPAR. Puis on a fait une petite segmentation, Paris, Île-de-France et province. Alors ça ne vous aura pas échappé, la colonne qui vous présente les taux d'occupation, donc la demande, elle a un petit peu souffert depuis le début de l'année. C'est notamment lié aux différents barbecues de voitures qu'on a pu observer dans les rues de Paris ces derniers temps. Les prix moyens restent plutôt orientés positivement. Et donc globalement, on voit, c'est marrant, c'est un petit peu... pendant les périodes de crise, on voit que la province résiste plutôt pas mal, avec effectivement un taux d'occupation qui est assez flat, mais globalement, ça résiste plutôt bien, et c'est surtout Paris qui s'est un petit peu retourné. Alors, une fois qu'on a dit ça, on sait que les projets hôteliers, en termes de coûts d'investissement, on n'est pas dans une phase de déflation. Ils ne déflatent pas, globalement, du fait de la pression foncière, du fait de tout un tas d'éléments. Même du coût de construction, ça reste assez orienté à la hausse. Et donc là, ce que vous avez, c'est l'indice des prix à la construction en France, de 86 à 2018. Et donc on voit la courbe en rouge, qui est la courbe de l'inflation. C'est quand même assez corrélé, sauf dans les périodes de troubles. Hein. On est ici autour de 2008-2009. Et donc on voit qu'on est ici effectivement dans quand même une inflation en termes des coûts à la construction. Donc forcément, même si le marché est bon, même si sur la top line, on a des éléments qui sont assez dynamiques, il va falloir qu'on trouve quelques relais en termes de génération de cash flow, de rendement sur l'actif. Et donc voilà, il y a tout un tas de sujets qui arrivent. Et je pense que le thème autour des ressources humaines est un thème fondamental. Donc je ne veux pas trop m'y attarder parce que je pense qu'on aura des éclairages très intéressants tout à l'heure. Et donc on voit que finalement, quelque part, on est en train de basculer du produit core business qui était la chambre à une notion beaucoup plus large au niveau du service. C'est vrai que ça commence à devenir très compliqué d'être fondamentalement disruptif dans une chambre d'hôtel qui a éventuellement un minibar, une télé, un lit, une salle de bain, aussi bien soit-elle en fonction des catégories. Ça commence à être un petit peu plus compliqué. On a beaucoup parlé ces dernières années de créer des lieux de vie dans les actifs et je pense qu'on a une spécificité particulière quand on est en milieu urbain avec une forte densité, c'est qu'on a effectivement une zone de chalandise qui a été sous-exploitée, voire pas exploitée du tout. Et c'est souvent ce dont on parlait quand on disait qu'il faut redonner du lieu de vie, il faut que l'hôtel, l'actif, ce bâti qui se situe dans une zone urbaine, retrouve effectivement une forme d'attractivité et une lieu de vie, une atmosphère, un endroit où on a envie de s'y retrouver. Donc ça passe par plein de choses, hein, que ce soit le F&B, le coworking ou autre. On sait qu'il y a plein de pistes qui sont en train d'être creusées. Et on voit aussi dans les projets, que ce soit des réhabilitations, des rénovations ou du greenfield avec des projets complètement nouveaux, qu'on est de plus en plus sur des investissements côté investisseurs qui sont hybrides, mixed use, où on va effectivement mixer, brasser un petit peu les destinations au niveau de l'actif pour justement aller être en capacité d'aller générer davantage de cash flow. Et tout ça est censé se retrouver plutôt au niveau de l'EBITDA ou de l'EBITDAR et ensuite de tout ce qu'on va pouvoir avoir en valorisation de l'actif, en remboursement des partenaires, n'est-ce pas Serge? Et tout, voilà. Donc tout ça est assez intéressant. Je vous ai mis quelques exemples, bien sûr les plus connus. Alors c'est marrant parce que CitizenM, avec l'entrée de SoftBank, ça les valorise, je crois, à 2 milliards, ce qui est assez surréaliste. Enfin, ou pas d'ailleurs, tant mieux, c'est peut-être bien pour le secteur. Et on voit qu'il y a pas mal d'endroits où maintenant on a une vraie logique de retail qui va se développer. Et voilà, donc créer un petit peu tous ces événements, je pense que c'est fondamental dans les nouvelles équations de rendement et de développement hôtelier. De plus en plus, on va être dans une notion qui est une notion d'investisseur, qui est une notion de EBITDA sur le mètre carré, avec le retour sur investissement. Et donc, quelque part, la meilleure façon d'aller générer ce rendement au mètre carré, c'est de trouver le bon opérateur qui va devenir un exploitant de l'actif, quoi. Ça va devenir un opérateur exploitant de l'asset. Et donc, comment il va avoir une capacité à aller générer divers flux, à diversifier ses sources de revenus, ce qui va globalement contribuer à l'attractivité de l'ensemble de l'actif. Et voilà, il y a toute une nouvelle dynamique, un petit pivot qui est en train de s'orienter sur le marché, qui est assez intéressant, mais qui répond à cette équation financière
les projets coûtent toujours un peu plus cher, le marché et la demande sont très bonnes, donc il faut qu'on trouve des relais de rendement pour supporter tous ces investissements. Si on prend un petit exemple, c'était juste pour faire une petite parenthèse rapide avant de poser quelques questions à Serge. Bon, je pense que vous l'aurez tous reconnu dans le cadre de cette promotion-là. C'est à Paris, sur les quais de Seine. Il y aura un hôtel, une galerie d'art, des bureaux, des logements sociaux, des commerces. Et je suis passé il y a quelques jours devant quelque chose à Montparnasse, où c'est une maison de la santé avec de l'hébergement marchand, du coworking, enfin tout un tas d'éléments. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de créativité qui vient. Et c'est normal, il faut qu'on crée davantage de valeur ajoutée quand on est en hypercentre urbain, parce que tout coûte un peu plus cher et l'équation est en train de se mettre à jour. Peut-être qu'on aura un petit peu d'inflation aussi. Voilà. Il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on tend dans cette direction-là au fil des années, et de plus en plus les projets qu'on voit passer sont beaucoup plus hybrides et mixed use. Donc voilà pour ce matin et les quelques chiffres. Alors peut-être avant de passer à la table ronde, Serge, c'est quoi un petit peu le bilan chez vous à la BPI en 2018 ? Merci, bonjour à tous, Serge Mesguich. Alors déjà, ça me fait penser à un petit moment là, parce qu'on était tous, alors pas tous, mais en janvier 2016, on était un peu morose, c'était après les attentats, par Madonna qui nous réencourageait, on se disait, bon, qu'est-ce que va devenir l'hôtellerie ? En plus, il y avait Airbnb. Nous, chez BPI, on a continué à investir. Alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là par bêtise, par passion, ou par conviction, enfin vous le choisirez. Et on continue à le faire. En 2018, on a fait près de 2,1 milliards d'activités, plus de 100 millions par rapport à l'année d'avant, plus de prêts directs, notamment aux hôteliers, plus de fonds propres, notamment en co-investissant avec nos amis d'Extendam, par exemple, qui font un énorme travail sur le secteur. Et bien, merci déjà à toutes les équipes qui font ça chez BPI, que ce soit les équipes région, je pense à Paris, à Angelina, à Delphine Petit, qui les accompagne, à Olivier, et mes équipes fonds propres. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est une belle année 2018. Sur 2019, quelques nouveautés. D'abord, le prêt hôtellerie, c'est ce prêt, en dehors des prêts classiques, hypothécaires, ce prêt sans garantie, qui était de 400 000 €. On l'a monté à 1 million d'euros. Donc, 1 million d'euros plus des abondements de banque, ça permet de couvrir justement tout ce qui est un peu immatériel, les rénovations pour l'hôtellerie de demain, les adaptations d'outils plus facilement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à vous en servir. La deuxième nouveauté, c'est qu'on lance un accélérateur tourisme. Vous savez qu'aujourd'hui, les pays financent les entreprises, mais les accompagnent. Et cet accélérateur, l'idée, c'est il y a déjà des accélérateurs généralistes, mais d'avoir un accélérateur spécialisé pour vous. Donc l'idée, c'est de faire une première promotion qui démarra en septembre 2019. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Les dirigeants vont revenir à l'université, des cours sur la croissance, sur le management, sur les RH, et puis également leur faire un sur-mesure sur un diagnostic, et puis organiser des déplacements, voilà, et puis bien sûr de l'expertise sectorielle. Voilà pour les nouveautés sur BPI. Alors c'est vrai que nous, historiquement, ce qu'on voyait, nous, c'était des exploitants propriétaires, en fait, des entrepreneurs qui venaient nous voir, souvent avec les murs à Paris, centre de commerce, etc. Montage assez classique. Et aujourd'hui, au fil de l'eau, c'est le grand chamboulement. En fait, on ne sait plus qui fait de l'hôtellerie. Est-ce que c'est des foncières ? Est-ce que c'est les marques qui ont la main ? Est-ce que c'est des collectivités qui prennent des terrains ? Est-ce que c'est des sociétés de gestion hôtelière qui ont la main ? Des exploitants. On ne sait plus où se mettre, nous, des promoteurs. Tout le monde dit qu'il fait de l'hôtellerie. Alors, il y en a qui en font vraiment. On aime bien financer qui en font vraiment, pas ceux qui font des tableaux Excel, mais il faut quand même s'adapter. Et par rapport à tout ça, cette évolution, nous, on en voit trois grandes. Il y a celle, la prédominance des foncières, d'investisseurs privés qui donnent donc des mandats avec des marques reconnues internationalement, surtout sur des grosses opérations. Donc ça, c'est quand même une tendance
lourde. Nous, là-dedans, il va falloir savoir qui fait quoi. Hein. On aime bien savoir qui dirige l'hôtel, qui s'en occupe. Hein. Même si on finance à une foncière, on ne veut pas que l'hôtellerie soit qu'un support d'opération immobilière. Hein. C'est pas ça, c'est différent. La deuxième chose, c'est qu'on voit, ça nous intéresse beaucoup, des entrepreneurs qui veulent innover. Hein. Donc tu as parlé de l'hôtellerie de demain, qui veulent faire des choses différentes et qui veulent s'approprier l'ensemble de la filière. C'est-à-dire qu'ils veulent comprendre dès le départ, faire des choses nouvelles et être plus proche des clients. Quelquefois, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Hein. On est là pour les aider et les accompagner, mais tout ça, les auberges de jeunesse nouvelle génération, l'hôtellerie, les gens qui innovent dans leurs hôtels, tout ça, ça nous plaît bien. Et là, il y a une vraie évolution sur cette partie-là. Et la troisième tendance, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu toute une période où on nous a dit l'hôtellerie, c'est asset light. On oublie les actifs, etc. Et là, tout d'un coup, on voit revenir un dossier comme citizenM, qui tient tout en propre, qui veut tout maîtriser et qui arrive à lever quand même 800 millions sur ses bases. Donc aujourd'hui, adaptation, hein, parce que on voit que c'est quand même, pour les banques, pour les investisseurs que nous sommes, des équations qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus de sur-mesure. Pardon ? Ouais. Comme je te disais, on garde nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va savoir avec qui on fait nos opérations. Hein, nous, ce qu'on veut, nous, c'est des hôteliers. Hein, même si on utilise des montages, et on le fera de plus en plus, parce que l'hôtellerie de demain, ça ne se finance pas tout seul. Hein, il y a plus de mètres carrés, il y a des opérations où il faut en amont travailler avec des collectivités, il y a un gros boulot d'amont, de préparation. On a un sujet aussi pour nous en tant qu'investisseurs ou prêteurs, c'est la répartition de valeur. Hein. On voit que historiquement, elle était quand même plutôt cotée chez l'exploitant. On est en train de nous dire qu'elle est du côté des foncières. Bon, je comprends qu'il y ait des impératifs financiers, mais il faut que ça soit équilibré. Hein. Il faut que là-dedans, on puisse avoir toujours des hôteliers et une répartition qui soit juste. Hein, quand on voit des opérations que je citais tout à l'heure, tout le monde veut prendre du fric. Hein, celui qui a le mandat, celui qui a la marque, l'exploitant, le propriétaire, etc. Hein, et tout ça font ça sur des beaux tableaux Excel où ils nous disent qu'on va tous gagner de l'argent. Hein, sauf quand il y a des périodes un peu plus compliquées. Donc, le métier pour nous, le tourisme, c'est du long terme et il faut le faire avec les gens qui savent le faire. Voilà. Vangelis, Serge, merci beaucoup.